Et bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici en direct du Next. Je suis Pierre Carpentier, l'un des leaders de la guilde Agile Soprasteria, donc qui organise cette année l'Agile Week. Donc, en février 2020, nous avions le plaisir d'accueillir certains d'entre vous ici au Next pour l'Agile Day. Et nous nous étions donné rendez-vous aussi en 2021 pour nous retrouver sur cet Agile Day, mais le contexte sanitaire en a décidé autrement. Et donc, cette année, l'Agile Day devient l'Agile Week et donc sera en virtuel. Nous proposons donc cette semaine 8 retours d'expérience de nos clients sur des sujets passionnants tels que l'éco-conception. Nous aurons encore aussi l'holocratie, des transformations de DSI vers plus d'agilité, du product management et aussi on va parler de culture et de management agile. Donc nous partagerons dans le chat les détails et les programmes en détail avec des liens d'inscription si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à vous inscrire sur les autres événements. Je tenais quand même à remercier en premier lieu tous nos clients qui ont accepté d'intervenir durant cette semaine. Quant à vous, n'hésitez pas à interagir également sur l'outil Livestorm par le chat pour interagir entre vous, mais également poser vos questions dans le canal questions de l'outil. Je les transmettrai avec plaisir et en direct au cours de cette session à mon invité. Donc sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Pouilly, avec qui j'ai travaillé donc, pendant un certain temps dans un train safe d'agilité à l'échelle. Et donc ça nous amène à cette question aujourd'hui, un train peut-il en cacher un autre? Merci beaucoup Pierre pour cette belle introduction. Donc en effet, je suis Sébastien Pouilly, donc je suis RTE sur un train safe et je vais préparer mon 11e PI Planning. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis RTE. Félicitations. Merci. Et j'ai un peu triché puisque en effet pendant un moment j'ai eu 2 trains en même temps pendant 2 PI, celui de septembre et de décembre. Et l'objectif, c'est un petit peu de partager avec vous ce retour d'expérience sur l'agilité à l'échelle, sur la transformation au travers de ces 2 expériences qui seront mélangées. Hein. Et il y a en effet un train où j'étais RTE et toi en effet Scrum Master d'une des équipes. Alors ce que vous voyez là, pour ceux qui connaissent un peu SAFe, c'est l'implementation roadmap, donc c'est le parcours entre le moment où on décide de lancer un train pour répondre à des enjeux d'alignement notamment, et puis comment on inscrit ça dans un rythme de croisière. Je l'ai un tout petit peu détourné, puisque je m'appuie dessus pour vous faire un focus dans ce retour d'expérience sur 4 niveaux. Le premier, c'est toute la partie formation. Donc la roadmap n'est qu'une longue ligne de formation, mais je vais plutôt faire le focus sur la première partie. La deuxième, c'est sur la partie préparation, comment on lance des trains, comment on lance un train. Puis en troisième point, sur l'amélioration continue, comment on va coacher l'exécution de ce train-là, qu'est-ce qui a pu changer, qu'est-ce qu'on a amélioré. Et le dernier point, je ne vais pas vous parler de portfolio, mais plutôt comment on agrandit cette famille, comment on intègre notamment une notion de tribu, donc comment on intègre encore mieux le métier. D'accord, un peu plus loin que SAFe. Alors. Un peu plus loin que SAFe, ou à la limite peut-être que SAFe c'est aussi ça, Pierre. Ok, très bien. Alors je vois que cette première partie, avec énormément de formations et j'imagine beaucoup d'acteurs différents, a l'air assez dense. Je te laisse commencer par ça. Merci Pierre, on est parti. Former, en effet, on parle de formation, on parle d'accompagnement et aussi de coaching en fait dans cette partie-là. La première partie, comme vous avez vu, c'est extrêmement dense, la partie formation avec SAFe. On a un parcours de formation à la fois avec la Leading SAFe pour les managers, un petit peu pour commencer à voir de quoi on parle. On a une partie SAFe for Team qui est dédiée aux équipes. On a des modules pour les architectes, pour les PO, les PM, les Scrum Masters ou RTE, celle que j'ai suivie. Et nous, on a pris le pli en fait d'en réaliser certains en intra, c'est-à-dire intra entreprise, c'est-à-dire par exemple pour que les Scrum Masters soient entre eux, travaillent avec le même contexte puisqu'ils vont être dans le même train, donc commencent à se connaître aussi. Et d'autres en extra pour des rôles comme de RTE ou de système architecte, pour qu'on voit aussi nos pairs en fait dans d'autres organisations, dans d'autres groupes,
puisqu'en effet, il n'y a pas autant de RTE que de Scrum Master sur un train. Oui, c'est ça. Et au-delà du savoir qui est donné dans la formation, il y a un intérêt à avoir une cohésion de groupe aussi qui peut être amenée par ces formations. Oui, tout à fait, Pierre. Et du coup, la cohésion de groupe qu'on pourrait avoir avec la Safe for Team, c'est-à-dire qu'à un moment donné, former l'ensemble des personnes ensemble, on l'a un peu changé puisqu'on ne peut pas former à la fois des externes et des internes avec la même approche de formation. Donc on a fait des sensibilisations. Donc avant le premier PI Planning, on a sensibilisé l'ensemble des équipes. On a commencé à créer cet esprit de train ou cet esprit d'équipe au sens large. Le deuxième point qui paraît important, c'est tout ce qui est accompagnement au niveau RH. On a eu des notions de reskilling et d'upskilling, c'est-à-dire comment à un moment donné avoir des PO, des PM. Donc on a dit, mais est-ce qu'il y a des profils MOA qui feraient des bons PO, PM? Est-ce qu'il y a des chefs de projet métier qui feraient des bons PO, PM? Donc on les a un peu reskillés, des chefs de projet qui sont passés Scrum Master par exemple. Et puis après on a fait du upskilling, c'est-à-dire que des équipes où il y avait déjà un Scrum Master qui travaillait au sein d'une équipe ou un Product Owner au sein d'une équipe, ben, on les a fait monter vers de l'agilité à l'échelle, c'est-à-dire comment un Scrum Master travaille dans un train, puisqu'il y a quand même des nouveautés, des choses un peu différentes. Et le dernier point, c'est la partie coaching. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on a démarré, on avait une coach qui nous accompagnait. Très bien, oui. Elle était là pour accompagner principalement le RTE qui découvrait pour la première fois ce qu'était un train, un PI planning, etc. Mais elle accompagnait aussi les équipes. Et ça, c'était important. Pendant 2 PI, on a eu des coachs qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné cette transformation, qui nous ont appris à prendre nos rôles en main. Et puis tu vois aussi, tu as joué ce rôle-là, puisqu'on a aussi des Scrum Masters qui ont cette double casquette-là, qui ont pu aussi jouer ce rôle de relais. Et c'est important à la fois d'avoir du coaching et du relais, puisqu'on est sur des organisations qui sont plus importantes. Oui, c'est ça, et ça va assurer aussi la pérennité du dispositif. Exactement. Donc il y a eu des choses qui ont été, on va dire, un peu faciles, ou en tout cas qui nous ont bien aidés. C'était l'investissement de manière importante sur la formation et reconduit, puisque quand je dis reconduit, un train, quand on est au 5-6e PI, il y a peut-être des gens entre-temps qui sont arrivés, qui sont partis, donc l'objectif c'est de continuer à former les gens. Comme je disais tout à l'heure, sur la formation, de faire ce choix entre des formations internes ou externes, de mêler les populations, c'était important aussi en fonction des différentes parties à former. Et puis de ne pas devoir choisir entre un développeur et un coach, donc d'avoir un budget de formation au départ, puisque si on devait se dire vous voulez être coaché, on va enlever un développeur dans l'équipe, c'était un petit peu gênant. Oui, donc le prévoir budgétairement, cette oui. partie dans la transformation. Exactement. Après, voilà, ce qui a été un peu plus compliqué, on en a déjà parlé, c'est comment former tout le monde en même temps. On a trouvé des façons de contourner avec de la sensibilisation. Avant d'avoir quelque chose de possible, de faire une Safe for Team, puisque quand même, entre sensibiliser pendant une demi-journée et former pendant 2 jours, il y a quand même des différences. Hein. Et puis, s'assurer que chacun trouve sa place dans l'organisation. Une organisation agile et fortiori agile à l'échelle bouleverse un peu l'organisation, que devient le manager, ou certains managers, que devient un responsable d'application. Donc ça, c'est des points sur lesquels on a dû travailler, être vigilant. Certains ont pris d'ailleurs une casquette à la fois de manager et de product manager, donc on s'est autorisé quelques écarts. D'accord. Oui, je sais que chez Soprasteria, on accompagne pas mal aussi les métiers justement à changer cette manière d'arriver dans l'agilité et de prendre en main un petit peu le train safe. Donc au-delà de la formation, il y a eu un accompagnement de conduite du changement plus poussé qui a été fait. Oui, tout à fait. Ok. Eh ben super, passons à la partie 2. Partie 2, oui. Alors comment préparer le lancement de la fusée? Je n'ai pas trouvé le lancement de train, donc je trouvais que cette image était belle. Donc, mais en effet, comment lancer des trains, comment préparer ce lancement-là? Donc on va parler de rôles, de cérémoniaux, d'artefacts, et puis regarder un petit peu ce qu'on a trouvé soit facile à mettre en place, soit un peu plus compliqué, et voir également s'il y a des questions qu'on peut traiter, Pierre, au fil de l'eau. Hein. Très bien, oui. Encore une fois, je n'ai pas réinventé sur ce support-là. Cette image, c'est une image du framework Safe qu'on peut reprendre et repartager. Le petit ovale au milieu, c'est une équipe, c'est les différents cérémoniaux d'équipe avec les différents rôles. Donc ça, c'est ce qu'on connaît au sein d'une équipe agile. Et puis après, il y a l'ovale autour qui est la partie train, ou on pourrait dire la partie programme ou système. Et tout ça prend vie de manière assez fluide, avec des fréquences et des rythmes différents et des rôles différents.
Donc on voit apparaître des nouveaux rôles, on voit apparaître le rôle de business owner, de celui en fait qui va porter, on peut l'appeler aussi parfois sponsor, un peu cette chaîne de valeur qui aura été identifiée. Le rôle de Release Train Engineer, donc, qui est mon rôle sur le train, donc on dit aussi qu'il est le Scrum Master des Scrum Masters. Oui. Quand on fait un écart de langage, on dit que c'est un directeur de projet agile et on se rattrape tout de suite parce qu'en fait, c'est pas du tout ça, mais ça permet à certaines personnes un peu de le repositionner dans l'écosystème. Et puis des product managers, donc, alors je ne sais pas si on dit d'ailleurs le PO des PO. Oh, ça peut se dire aussi, hein. Moi j'aime bien cette image. Donc voilà, c'est le product manager, le PO est à son équipe, parce que le product manager en fait est à son train, donc on peut en avoir d'ailleurs, on en a eu d'ailleurs plusieurs, parce que ce pas des rôles qui sont forcément visés pour être uniques. Et puis un système architecte, celui qui va garantir aussi tout ce qui est architecture runway, c'est-à-dire comment on va se projeter d'un point de vue architecture. Et sur le rôle de product manager, on avait aussi des product managers aussi bien du métier que de la DSI en fonction des équipes. Hein. Exactement. Donc là, le but, c'est d'adapter aussi en fonction de sa chaîne de valeur, c'est-à-dire si on a un train avec des solutions mutualisées qui font plus appel à des casquettes IT, on peut avoir un product manager, en effet, qui va être de connotation IT. Après, la couleur des personnes, on dit en effet, le PO, il faut qu'il soit métier et business. Maintenant, s'il est rattaché à une direction IT et que ça a un sens, à partir du moment où chacun reste dans son rôle et se challenge naturellement, moi, ça ne me choque pas plus que ça. En effet, l'objectif, si on a que par exemple, si on avait que des PO IT, là, on pourrait se dire qu'on a raté quelque chose, en fait. C'est un train technique. Alors que là, tout l'inverse, ça va être d'embarquer encore plus le business. On a du coup aussi des cérémoniaux. Le PI planning est le plus important des cérémoniaux, en tout cas à mon sens. Là où sur 2 jours, on va aligner, synchroniser les équipes, faire passer les messages, essayer de travailler sur les risques et planifier ce qui va se passer. C'est là où on a un peu toute la magie de Safe qui arrive pendant ces 2 jours, hein, personnellement. Exactement. Et puis même si en entrée d'un PI planning, on se dit toujours mais comment on va tenir, on voit qu'à la fin ça sort. Tout ne se passe pas forcément bien, mais un PI planning qui se passe bien, c'est déjà de bon augure par rapport à l'exécution, etc. Donc c'est un événement qui est important. Et puis après, on va retrouver quasiment le miroir de tout ce qu'on a au niveau équipe. Donc le PI planning pourrait être un peu le reflet du sprint planning ou iteration planning. Hein. On va retrouver l'iteration system démo, donc qui est une démo, au lieu de le faire au niveau équipe, on le fait au niveau de l'ensemble du train. Donc on le fait en décalage, nous, par rapport à l'itération de quelques jours pour qu'on ait le temps. Et on va représenter de manière synchronisée à l'ensemble des personnes du train des sujets qui sont intégrés. Donc c'est un événement. On se dit aussi, pareil, on dit PI planning c'est plus important, mais on dit il y a un truc qu'on ne doit pas annuler, c'est l'iteration system démo. Puisqu'en fait, c'est là où on présente, on collecte le feedback et on échange et que tout le monde voit un peu les travaux réalisés. Oui, puis ça permet d'impliquer les métiers et les parties prenantes du train dans le fonctionnement de Safe. Exactement, et puis on verra dans la dernière partie comment on est allé d'ailleurs un peu plus loin là-dessus. Et puis voilà, après il y a l'Inspect and Adapt, l'événement qui vient clôturer le PI planning, donc, et des points de synchronisation, SOS et POSync. SOS porte parfois bien son nom, on lance des bouteilles à la mer en disant on n'avance pas, on est en retard, on a des problèmes. Donc voilà, on met en place un certain nombre de points de synchronisation, de points d'échange qui sont assez time-boxés, assez formels. C'est ce qui peut-être, au premier abord, peut perturber un peu les équipes qui ont travaillé en mode agile de manière assez autonome, souple. Là, on vient redonner un cadre qui est extrêmement, au prime abord, assez rigide. En effet, je me souviens que notre équipe, qui était pas mal auto-organisée et assez libre, a eu un peu peur de rentrer dans ce cadre, mais on comprend parfaitement le besoin aussi de standardisation des pratiques au sein du train. Et le RTE qui, avant, avec une casquette de Scrum Master, pouvait paraître de quelqu'un qui était assez cool, devient un peu plus austère parce qu'il redonne le cadre, mais on passe vite sur cette partie-là. Rapidement, il retrouve son naturel. Et puis la dernière partie, c'est la partie artefact. Donc on commence à mettre à chaud en place en fait des éléments communs. Donc on a le backlog programme, qui est le backlog commun à l'ensemble des équipes du train, dans lequel on va retrouver les features, les enablers, donc la maille programme par rapport à ce qu'on avait avant entre user story et technical story, pour vraiment faire une définition très courte. Et puis un programme board. Là où on voit, donc quand on était en physique, c'était sur le papier craft avec l'ensemble des feature enablers, les dépendances avec les fils rouges. De laine. Voilà, tout ça, maintenant on le digitalise. On a un peu perdu de ce charme-là avec la pâte à fixe qui tombe et on ne sait plus où est le lien, mais néanmoins, on a gagné en efficacité quand on a dématérialisé, puisque tout ce dont on parle là, on a démarré certains trains en présentiel, dans des salles, et puis
on les a continués en remote, en distanciel, et puis le deuxième train, il a démarré en remote, donc on a perdu tout ce côté-là, mais on a réussi à le transformer autrement. Puis après, voilà, on a introduit d'autres notions, mais je pense que là, on ne rentrera pas dans un niveau un peu trop détaillé. On va peut-être avancer si tu... Bah oui, peut-être voir justement sur ce lancement de train, peut-être nous dire qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Alors, sur le premier train, bah, c'était le premier. Donc en fait, on ne savait pas ce qu'il fallait faire globalement. C'est-à-dire qu'on était formé, mais c'est la première fois qu'on vivait l'expérience. Donc il y avait un côté nouveau et nouveau pour tout le monde. Alors ce qui était agréable, c'est qu'on partait tous avec les mêmes connaissances, c'est-à-dire que personne n'avait la pratique. Donc la difficulté, c'était de se dire, mais en effet, on a énormément préparé les événements, préparé les points de synchro, et on se posait la question, est-ce qu'on fait bien les choses? Et cette question perdure très peu de temps, puisqu'en fait, naturellement, on se rend compte que oui, on fait bien les choses, puisque, comme tu dis, il y a l'effet de magie, c'est-à-dire que le premier PI planning, c'est un vrai succès. On atteint d'ailleurs à la fin du PI quasiment 100% des objectifs, tout le monde est aligné, c'est la première fois qu'on échange ensemble. Le deuxième, on se rend compte que d'ailleurs, on est, et c'est vrai pour beaucoup de trains, on est plutôt entre 65 et 70% de prédictabilité, c'est-à-dire d'objectifs atteints. On se dit, mais comment ça se fait? C'est le deuxième, on devrait exploser. Oui. Et en fait, c'est juste que le premier, on avait de l'embarquer, etc. Le deuxième est un peu plus compliqué. Donc, ce qui était difficile pour le premier train, c'est de trouver un petit peu cet équilibre, ce rythme de croisière et d'apprendre. Pour le deuxième, ma difficulté à moi, c'était plutôt de dire, je sais faire plein de choses, je sais qu'il va falloir adapter des choses, qu'il va falloir mettre en place. C'était d'attendre en fait que le besoin arrive et que les équipes le demandent. D'accord, ok. Donc de ne pas dès le début dire ben, je vais adapter des choses, on va voir après ce qu'on a adapté justement, mais c'était d'attendre que la demande arrive. C'est juste que par expérience, quand la demande arrive, on sait ce qu'il faut faire, on est plus réactif, on a déjà vécu cette... voilà, donc des difficultés un petit peu différentes. Puis ma grosse difficulté, moi, c'était d'avoir à un moment donné les deux en même temps, puisque on commence à être un peu moins à l'aise dans son rôle de RTE quand on se partage. Et puis bah, de manière voilà, synthétique, qu'est-ce qui était plutôt bien, en tout cas vu notre fenêtre sur la partie lancement, c'était de démarrer avec l'ensemble des rôles définis et partagés. Pas forcément le RTE, on m'a pas dit maintenant tu es RTE, tu n'es plus manager, etc. Mais en tout cas, j'avais cette casquette-là. Le système architecte aussi. Il avait beau être, par exemple, à mi-temps, mais en tout cas, il prenait ce rôle-là. Tu parlais tout à l'heure, on avait des product managers IT. Voilà, on s'est autorisé quelques écarts, mais en tout cas, tous les rôles étaient bien définis. C'est-à-dire qu'on a pu lancer les choses. Quand on ne part pas dans ces conditions-là, on risque soit de mettre des choses de côté, soit que les gens vont reprendre une partie des rôles, donc forcément on ne peut pas faire à la fois le rôle d'un autre et le sien, ou soit on va prendre en fait des raccourcis, etc. Donc c'est important d'avoir ces rôles-là et de dire, voilà, surtout d'un point de vue organisation RH, de dire mais prends ce rôle-là pendant 1 ou 2 PI et puis après on va voir comment on le transforme. Et puis après ce qui était plutôt pas mal, et c'est plutôt sur le deuxième train on s'en est aperçu, ou quand les personnes sont arrivées sur le deuxième, c'est de régulièrement refaire un peu des piqûres de rappel. Parce qu'il y a des notions qui sont, on parlait tout à l'heure de PI Objectives, qui ne sont pas extrêmement claires. Quelle est la différence entre un PI Objectives, une priorisation, une business value, quand on fait la prio? Qu'est-ce que c'est que ce WSJF? C'est hyper abstrait. Oui, et puis tant qu'on n'a pas démarré le mode de fonctionnement d'un train, on a vu énormément de concepts en formation, une notion un peu d'itératif incrémental sur l'apprentissage aussi qui doit se faire. Exactement. Donc ce qu'on a fait, voilà, c'est qu'on a refait des petits formats. On a utilisé par exemple une partie de l'Iteration System Demo quand on avait un peu de temps pour repartager des choses. On a aussi essayé de faire des choses des présentations un peu ludiques, un peu plus fun, parce que si on redonne les slides safe, ça peut être indigeste. En plus, tout est en anglais, donc c'est quand même lourd. Voilà, on a fait ça. Et puis comme je te disais tout à l'heure sur la partie un petit peu outillage, on a attendu que le besoin se fasse sentir, c'est-à-dire qu'on a outillé de manière simple. Vu de l'extérieur, on pourrait dire donc c'est pas 11 PI, il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus élaboré, mais non, on a un Jira qui est assez basique mais qui fonctionne bien, on n'a pas forcément encore tout synchronisé, tout lié, on fait encore une restitution sur la base d'un export et d'un Excel parce que ça répond aujourd'hui aux besoins et à ce que les équipes sont capables d'appréhender. Mettre quelque chose de plus complexe ou un process complexe pour qu'il ne soit pas utilisé,
c'est pas forcément l'idéal alors qu'on a une panoplie de choses qu'on pourrait faire. Donc l'idée c'était, voilà, mais c'est vraiment ma perception, c'est de mettre en place des choses simples et efficaces et d'attendre qu'elles atteignent leurs limites avant de passer à autre chose. C'est ce que tu disais tout à l'heure, attendre que les problèmes arrivent, voilà. Qui permet prise de conscience des équipes pour pouvoir ensemble trouver une solution. Tout à fait. Et puis après, ce qui était un peu moins facile, tu disais quel problème on a rencontré, donc je te donnais un peu les problèmes il y a un train qui se lance, on découvre, mais en fait, à l'époque où il fallait trouver des salles de PI pour plus de 50 personnes, gérer la logistique, mettre en place des salles qu'on pouvait avoir régulièrement pour les points de synchro, ça c'était un peu compliqué. Tenir compte des périodes scolaires pour faire le PI avant. Oui. Avant l'été, en septembre, mais pas la semaine de la rentrée. Donc tout ça, c'est un petit peu, faut jongler. Une fois que c'est mis en place, ça fonctionne bien. Mais voilà, il y a toute cette partie un peu logistique qui est complexe, qui est un peu moins complexe en remote. Là, on n'a plus qu'à jouer avec les agendas, mais on n'a pas cette partie logistique de salle. Hein. Et puis, il y a des rôles qu'on n'arrive pas à trouver. Par exemple, il y a des rôles parfois de système architecte qu'on n'arrive pas à trouver parce que ce n'est pas un rôle qui existe nativement dans l'entreprise. C'est des personnes qui sont très recherchées, on ne veut pas trop les laisser quitter leur périmètre. Donc c'est pas évident. Et puis la système team, je ne sais plus si c'est 260 trains référencés ou alors c'était ce qu'il y avait en janvier en France. Mais quand on regarde sur la partie système team, peu de trains l'ont mis en place. D'accord, oui, ça dépend peut-être aussi de la maturité DevOps côté infra et peut-être des équipes déjà existantes qui ne sont pas forcément dans les périmètres qu'on embarque habituellement. Tout à fait. Je propose d'avancer, Pierre, si tu veux. Oui, on peut avancer sur notre troisième partie. Troisième partie, comment coacher l'exécution d'un train. Donc on va parler plutôt d'amélioration continue, de ce qu'on a pu mettre en place. Comment, en gros, monter ses marches, franchir ses étapes et le faire ensemble, puisque l'amélioration continue, c'est un enjeu vraiment collectif. Hein. Donc là, c'est de façon très très synthétique, hein, cette chaîne temporelle entre le PI planning, hein, donc là, ce n'est pas à l'échelle puisqu'il dure 2 jours. Hein, le PI va durer de 4 à 5 itérations, en tout cas, dans mon périmètre, ça peut être un peu moins, un peu plus en fonction de la taille d'ailleurs des itérations. On est sur des itérations de 2 semaines maintenant sur ce train-là. Ça va faire une dizaine de semaines. Tout à fait. Et l'IP, IP Iteration, donc Innovation and Planning, qui permet à la fois de terminer les sujets qui n'auraient pas été terminés, de faire de l'innovation quand on y arrive, qu'on prend le temps, mais c'est quelque chose en effet à garder, et puis de préparer la planification, donc préparer le PI suivant. Donc là, on a changé des choses, on a adapté. Déjà sur la durée du PI, on était sur 2 jours. On est passé sur 4 demi-journées quand on était en distanciel en disant ça laissera plus de temps aux équipes de souffler. En fait, ça a eu l'effet inverse. C'était un PI extrêmement fatigant. On est revenu sur 2 jours. On a des équipes qui le font sur 2 jours et demi. On a toujours des équipes qui le font sur moins parce qu'en fait, pour parfois des mauvaises raisons budgétaires en disant mais on peut le faire en 1 journée, etc. Mais en tout cas, on a fait des allers-retours et on a trouvé notre rythme de 2 jours. Et si je devais redémarrer un train, je partirais sur 2 jours puisque c'est ce que propose le framework. Peut-être que j'éviterais de repasser pour ce coup sur 4 demi-journées en disant on l'a testé, ça ne fonctionne pas, mais peut-être que je testerai 2 jours et demi si les équipes le demandent. D'accord, alors j'ai quelques questions, on a quelques questions en live sur le PI planning, comme on l'a dit, qui est très important en safe. Justement, l'adaptation à distance a permis d'optimiser certaines choses. Quels éléments allez-vous garder de ce PI planning, peut-être si vous repassez en distanciel je me disais qu'est-ce qu'on avait gardé du PI planning initial quand on était passé en remote. Alors, je pense qu'un des éléments qu'on a mis ici, c'est-à-dire plus de team breakout, moins de slides en remote, parce qu'en remote, au bout de 10 minutes, les gens sont plus focus, je pense que ça, on le gardera d'ailleurs, je pense qu'on gardera l'agenda tel qu'il est. Moi, ça m'évitera de retravailler l'agenda, c'est quand même malgré tout, qui peut être pas mal de travail. Je pense qu'on va garder ça puisque on voit qu'on est capable de faire passer les messages de manière aussi pertinente et au moins on a de temps au plus on est focus sur les messages. On va garder une partie de la dématérialisation. Les team boards d'équipe, on les a fait sur Klaxoon, ça nous a fait gagner pas mal de temps. Toutes les équipes voyaient tout en même temps, donc ça peut être pertinent.
Le programme board, j'hésite parce que moi j'ai la nostalgie des fils rouges pour mettre les adhérences, donc peut-être que celui-là on pourrait le garder, mais du coup les équipes qui seraient quand même en distance perdraient ça. Mais bon, je pense que sinon on va garder tout ce qui est digitalisation parce que ça nécessite moins de préparation de logistique, c'est plus facile à partager. Oui, ça dure dans le temps aussi. Oui, tout à fait. Historisation. Donc, Klaxoon, on garde, Jira, on garde, oui, tout à fait. Optimise. En fait, on enlève tout ce qu'on faisait avant en papier, mais du coup, qu'est-ce qu'on va rajouter? Le déj ensemble, peut-être se voir le soir ensemble, et puis des moments aussi un peu plus d'échanges informels, les pauses où on va pouvoir en profiter d'échanger. Mais je pense qu'on va garder le format qu'on a ajusté, pareil, quand on a revu les PI Objectives avant. Sur la deuxième journée, les business owners et les PM passaient d'une équipe à l'autre, mais sur un temps très court. Et nous, on étale maintenant ça entre le début de la première matinée jusqu'à quasiment le milieu. Et du coup, je pense qu'on garderait ça parce que c'est moins stressant, c'est plus fluide. Donc, je ne sais pas après si Safe va à un moment donné adapter avec ces retours-là que peuvent avoir les trains, son planning. Mais en tout cas, celui-là nous convient bien à ce train-là. Voilà, après, voilà, on a ajusté ça. On a ajusté aussi au niveau des people, des équipes. On a intégré des correspondants sécurité, des architectes. Je ne sais pas si tu te souviens, la première fois où on a eu quelqu'un de la sécurité dans la salle. Exact. Il se demandait déjà pourquoi il était là, ce qu'il devait faire. Puis après, il s'est dit, mais c'est génial parce qu'il voit toutes les interactions. On peut le solliciter, etc. C'est important. Les RH... Je me dis, parfois l'impression d'être un wedding partner, c'est-à-dire d'organiser des mariages. Et quand on organise des mariages, à un moment donné, il y a des gens, on se dit, mais toi qui les as invités, non? Et en fait, ce sont des gens qui viennent voir si la salle est bien, si le DJ est bien. Et là, on invite aussi des guests pour dire, voilà comment ça se passe. Un peu une vitrine. Bien sûr, on fait attention aux parties par rapport à la confidentialité des sujets, mais on invite aussi nos RH pour voir quel est le rôle du coup d'un manager ou d'un Scrum Master dans cette organisation-là pour qu'ils se rendent compte d'un point de vue de terrain ce que ça donne. Oui, donc tu as un petit peu ce rôle d'envoyer des faire-part avant chaque PI planning pour être sûr que toutes les personnes dont on a envie d'avoir l'avis ou qu'elles ont une adhérence avec le train soient présentes. Tout à fait, donc c'est ça la partie qui était importante, voilà, d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément dans le train. Et puis, ça on en a déjà parlé, ce qu'on voulait dématérialiser en termes de support pour le remote. Et puis après, voilà, outillage, on fait des allers-retours. On avait le Big Picture sur la partie module d'Atlassian pour le programme board. Parfois, on se dit, mais est-ce que ça évite moins de saisie, etc. Mais c'est peut-être moins visuel qu'un Klaxoon. Donc voilà, on fait des allers-retours là-dessus. Puis on attend peut-être aussi d'enrichir notre offre logicielle, mais on attend que ce soit bien sec et qu'on ait fait le tour de tout ce qui était de l'ordre du possible par rapport à notre écosystème. Ok, super. Sur l'exécution, là, il y a plusieurs choses. En effet, quand on était ensemble, c'était des itérations de 3 semaines. Donc, je crois qu'on faisait 3 x 4. On était sur des PI de 14 semaines. Donc, c'était parfois un peu long. Oui, c'est ça, avec un IP un peu plus court. Un peu plus court, oui. Donc là, moi, j'essaye de me rapprocher de PI assez court. J'aimerais bien qu'on arrive à en faire 5 par an pour avoir un rythme un peu plus rapide, et on se rend compte que oui, ça demande de la préparation, mais c'est plus facile de prévoir un PI de 10 semaines que de 12 ou 14 semaines, ne serait-ce d'un point de vue engagement budgétaire, etc. Donc on a adapté un peu les cadences, et puis là j'ai les dates pour les 3 prochaines années, en espérant que ce rythme de 5 semaines soit pertinent de 5 PI. Si on se rend compte que c'est trop rapide, on repassera à 4. On a dans un train, quand on était ensemble, regroupé ce qui se fait souvent, Safe le prévoit d'ailleurs, le Scrum de Scrum et le PO Sync en un hard sync, un seul point. Donc on l'a fait ensemble parce que ça avait un sens, parce qu'on se disait mais on se dit 2 fois la même chose. Sur le deuxième train, ce sont des événements bien distincts, et dans le PO Sync, on parle vraiment de maturation, et puis comme on va voir après, comme il y a une notion métier un peu plus importante, ça prend tout son sens. Et puis voilà, après, bien ou pas bien, mais on s'autorise d'annuler parfois la dernière itération système démo au profit de la PI système démo, puisqu'elles sont très très proches. Celle qui clôture l'itération, celle qui clôture le PI. On fait parfois cette économie-là. Je l'ai proposé là, celle que j'ai demain. Puis on m'a dit non, on a 2 petits sujets qu'on aimerait présenter, donc ça dure 1 heure, mais on va prendre qu'une demi-heure. Donc on fait aussi ça, c'est-à-dire que on n'utilise pas comme parfois on le fait dans des réunions, on a 1 heure, on prend toute l'heure. Oui. On se dit, si on a uniquement 2 sujets d'1 quart d'heure,
au bout d'une demi-heure, tout le monde reprend une activité normale. Et ça, c'est bien aussi de tenir compte de ça, de ne pas utiliser la totalité du temps si ce n'est pas nécessaire. C'est ça, oui, on profite de la récurrence des créneaux Oui. où c'est simple en fait de les avoir. Tout à fait. On les utilise comme des outils pour se synchroniser. Exactement. Puis voilà, on a continué à sensibiliser les nouveaux arrivants. Et puis on a proposé du pilotage pour l'exécution de la maturation. Alors un pilotage assez simple, hein. C'est là où je redisais, ça, vu de l'extérieur, on se dirait mais repasse par Excel. Oui, c'est de l'Excel. Mais ça fait le job. Il y a un code couleur qui est assez simple, vert, orange, rouge. Des messages qui sont bons, c'est bravo quand c'est fait et report PI suivant quand ça reporte. Donc c'est un fonctionnement qui est assez simple que je n'ai pas aujourd'hui réussi à reproduire de manière aussi simple avec du full Jira. Mais néanmoins, voilà, ce sera peut-être l'étape suivante. Et puis sur la partie IP itération ouais, on commence à travailler sur des OKR, objectifs qui résultent côté métier, donc de montrer un petit peu par rapport à ce qu'on délivre, ce que ça va apporter comme valeur et commencer à les mesurer. Donc ça, c'est intéressant. C'est dur de le faire au départ parce qu'il y a déjà plein de notions qui arrivent. On suit normalement uniquement, moi le seul indicateur qui m'intéresse au départ, c'est la prédictabilité, c'est de dire si on est entre 80 et 100% des objectifs atteints, c'est qu'on est prédictible, et si on travaille de la même façon, avec la même rigueur d'un PI à l'autre, on est capable de dire voilà ce qu'on va délivrer. Mais des objectifs qui restent très axés valeur métier. Hein. Ils sont axés valeur, mais c'est un indicateur. Oui. Et en effet, savoir si on a traité 90% des features, certains le mesurent. Moi, je me dis, si on traite 90% des features et qu'on atteint 50% des objectifs, ça sert à quoi? Par contre, avoir des indicateurs métiers qu'on va suivre, c'est-à-dire qu'en mettant ce produit-là en place, on va gagner 10% de part de marché, on va vérifier, ou on va réduire l'attrition, etc. Je pense que ça, c'est important, et donc c'est en train d'être mis en place. Sur l'Inspect and Adapt, il y a la dernière partie qui est la rétro, qui s'appelle le Problem Solving Workshop, qui est normalement, on a une arête de poisson quand on applique SAFe à la lettre, et c'est quelque chose qui est assez structuré, pas forcément hyper simple à appréhender. Là, on l'a un peu adapté, on a fait des choses un peu plus simples, un peu plus ludiques, parce que là, c'est quand même un peu hard hein, comme morceau. Et pour l'instant, on garde ce format, on essaie de pas trop changer. Voilà, on essaie de trouver notre équilibre entre changer de temps en temps pour ne pas avoir de lassitude et quand même garder quelque chose d'assez commun pour que les gens n'aient pas à chaque fois le ticket d'entrée pendant 10 minutes de dire mais qu'est-ce qu'on nous demande. Voilà, donc ça on l'a adapté. Sachant que c'est compliqué pour un RTE, contrairement à un Scrum Master, de devoir justement piloter les différents groupes oui. ou groupes de réflexion sur l'amélioration continue. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les coachs qui nous aident, et puis oui. En fait, mon meilleur relais, moi, dans un train, c'est le Scrum Master, ou parfois même le Product Owner, mais en tout cas, on a des relais, et à la limite, c'est la partie pour moi où je décompresse, c'est-à-dire qu'on a terminé toute la partie présentation, c'est les équipes qui travaillent. Alors, je décompresse pendant quelques heures, puisqu'après, suit le PI planning, mais là, les équipes sont assez autonomes. Voilà, donc on a adapté ça. Bien ou pas bien, je ne sais pas, parce que la façon d'animer le Problem Solving Workshop était très pertinente. On a eu des bons résultats, mais c'est un peu indigeste. Et puis, en termes de people, on a mis plus de personnes sur certains ateliers. La priorisation, notamment, où il y a uniquement normalement les product managers, le RTE, le système architecte. On a remis d'autres personnes pour créer un peu de fluidité et puis que les gens puissent aussi mieux appréhender parfois les sujets quand on leur restitue. Voilà, donc on s'autorise des changements de staffing sur certains points. Pareil, quand on fait la partie programme assessment, quand on voit un peu la maturité du train. J'en ai fait quelques-uns seuls, on a parfois élargi. Voilà, on s'autorise quelques écarts par rapport à la littérature SAFe. Et puis après, on a retravaillé sur la partie méthodologie, sur la partie... Nous, ensemble, on faisait la priorisation avec le cost of delay. On essaie d'aller plus loin avec le WSJF, donc d'aller jusqu'à dire mais on va prendre ce qui a le plus de valeur et qui est le plus court. D'un point de vue business, c'est un peu compliqué à appréhender, de dire mais là, vous commencez par le truc qui n'est pas hyper important pour nous, oui, mais c'est le plus court, mais ça aide les équipes en fait à planifier. Donc là, on se cherche encore, on commence à se trouver, on a outillé ça aussi pour que ce soit encore plus facile comme exercice, parce que on n'est pas dans les top 10 features, nous, quand on fait l'exercice, donc quand on en a, je pense à l'époque, mais c'est à peu près pareil, 70, et qu'on les passe tout en revue, le but, c'est pas d'y passer la journée, donc il y a une méthodologie à mettre en place.
Voilà, bah, je ne sais pas après si tu as des questions là-dessus ou si je peux un peu partager sur ce qui était facile, un peu plus complexe. Oui, ouais, sur ce qui était facile et complexe. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir justement en gérant ces deux trains en parallèle, comment toi, en tant que RTE, tu as pu gérer ton temps et ton activité pour pouvoir répondre aux besoins des deux trains. Est-ce que c'est faisable? Du coup, c'est faisable sur un passage de relais. Donc, quand j'ai passé le relais à l'autre RTE, ça s'est fait sur un PI. Et là, c'est faisable puisqu'en fait, mon activité commence à baisser, la sienne augmente. Donc, on retrouve l'équilibre. Comme je l'ai fait sur deux PI, bah, en fait, mais c'est un accord avec les équipes, bah, j'ai pris que la partie, entre guillemets, animation, synchronisation. Donc, d'être là au PI planning, au point de synchronisation, préparer en fait tout ce qui est nécessaire au lancement d'un train. Mais j'ai enlevé toute la partie présence auprès des équipes, amélioration continue, et puis être là pour aider à régler les problèmes. Donc non, c'est pas simple et c'est pas du tout préconisé. Par contre, ça m'a permis de mettre en place quelque chose pour un train que du coup j'ai naturellement récupéré pour l'autre en héritage, le pilotage notamment. C'est comme ça que c'est passé. Donc il y a un effet positif, un effet échelle déjà avec deux trains quand on fait ça. Ce qui est important, par contre, voilà, c'était d'essayer des choses, d'éprouver, de faire des retours arrière, même de se planter, même parfois d'encourager, de faire qu'on va se planter pour se rendre compte que c'est nécessaire. Hein. Mais donc toi, tu mets le filet de sécurité un par petit contre, peu qui va bien. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très sécure, donc même quand je pousse, il y a les coussins, il y a tout ce qu'il faut parce que je serais même en grand stress si derrière on ne sécurisait pas les choses. Ce qui est peut-être d'ailleurs un problème, c'est que je vais peut-être parfois essayer de trop accompagner ou diriger les équipes. Alors, ce qui est important, c'est du feedback régulier avec les équipes, de regarder comment elles appréhendaient cette nouvelle façon de travailler, de voir si on pouvait changer des choses, parce que j'ai des convictions sur la façon de mettre en place des choses, mais peut-être que mes Scrum Masters vont me dire, mais non, en fait, rechange, on l'a vu d'ailleurs en PI Planning en remote, est-ce que tu peux changer ça, agrandir, parce qu'en fait, et puis des choses que j'ai prévues qui n'ont pas servi, c'est d'avoir ce feedback-là. Oui, donc même en remote, il faut prévoir parfois des petits messages et essayer de récupérer du feedback. Et en remote, c'était encore plus, et c'est ça le côté agréable, c'est que en remote, fallait rajouter un board, on rajoutait un board, fallait agrandir, on agrandissait. En présentiel, ça aurait été compliqué. On n'avait pas le café à gérer, mais voilà, on avait d'autres choses qui occupaient bien. Et puis voir ce qui se passe, c'est ce que vous êtes en train de faire ici, hein, ce qui se passe dans d'autres trains, dans d'autres entreprises à l'extérieur pour voir un petit peu quel est l'écosystème, parce que parfois dans votre propre société, vous n'avez pas accès aux mêmes choses, alors que vous allez voir les entreprises à côté, et puis voilà, vous enrichir, ça c'est extrêmement important. Et c'est vrai, alors c'est vrai pour un RTE, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle personne de train, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est extrêmement enrichissant. Et alors ce qui était compliqué, c'est de communiquer sur cette transformation d'organisation, parce que est-ce qu'on communique trop, pas assez, avec la bonne maille, il y a un jargon à utiliser, mais attention, il ne faut pas l'utiliser. La com est importante pour montrer ce qu'on fait, les succès qu'on rencontre, et puis aussi les difficultés qu'on a. On a toujours du mal à parler des difficultés, donc c'est important et c'est difficile. Et puis le dernier point, c'est est-ce qu'on a les bonnes conditions pour lancer un train? Si on appelle le RTE, est-ce qu'on peut lancer un train? Si le premier PI c'est en juillet, avec des gens en vacances, est-ce qu'on peut lancer un train? Quand on est moins de 50, est-ce qu'on garde un train actif? Et ça, c'est pas évident d'y répondre, on n'y arrive pas forcément, et de voir quelle est l'alternative en fait à Safe à ce moment-là. Oui, c'est ça, soit ça réussira à se faire accompagner par des coachs ou essayer, et l'amélioration continue va nous permettre de savoir si on est sur le bon chemin ou non. Tout à fait. Ok, bon très bien. Est-ce qu'on va voir notre dernière partie justement on va y aller. Sur les ballons? Dernière partie, oui, les ballons, parce que j'ai toujours pas de photos où on lance des trains. Toutes ces photos en plus sont libres de droit, donc aller trouver lancement de train sur les sites, c'est très compliqué, alors des ballons, on en lance plein. Et donc voilà, comment on fait quand on lance des nouveaux trains et quand on change un petit peu aussi cet écosystème-là. Donc comme je disais au début, je ne vais pas parler de portfolio, je vais juste introduire une notion de tribu, une notion de squad. Et moi, ça m'a à la fois perturbé et énormément plu quand c'est arrivé. Et ça m'a perturbé parce que je suis arrivé sur ce train-là au deuxième PI. Et puis on m'a dit, Sébastien, en fait, il y avait à l'époque 3 feature teams. Maintenant, on est passé à 6, donc au Agile Team selon la version du framework qu'on utilise.
Et puis on m'a dit, en plus, il y a des squads, il y a des métiers qui vont, pendant le PI Planning, faire le même exercice. Et je me disais, mais c'est déjà compliqué quand on gère que des équipes IT. Si en plus il y a des équipes métiers, puis j'ai fait un calcul rapide, j'ai dit, ça veut dire qu'on va être 3, 8, on va arriver presque à 10 équipes. Et on n'agrandit pas la taille du PI Planning, hein. Ça dure toujours 2 jours. Les restitutions durent 45 minutes, donc je dis, avec des acteurs pas sensibilisés, ça va être compliqué. Et en fait, ça s'est bien passé, et là, j'en ai récupéré beaucoup d'enrichissement. Au niveau des rôles, pareil, hein, on a ajouté des rôles nouveaux. On a ajouté la notion d'un IT Tribe Leader ou Manager, hein, le nom qu'on lui donne, donc plutôt côté IT. Puis mes Product Managers sont devenus des Squad Leaders. D'accord, et ça faisait du sens parce que côté métier, on avait pas mal de personnes, déjà des équipes établies. Ils avaient déjà commencé à agiliser le métier avec des tribus et des squads. Le Product Manager voulait déjà dire quelque chose dans l'organisation. Le Squad Leader, c'était le nom qu'il leur avait donné. Donc maintenant, ce sont mes Squad Leaders et ça fonctionne très bien. Donc je pense que c'est là où il faut s'autoriser des petites adaptations quand elles ont un sens. À l'inverse, il ne faut pas aller dire que le Product Manager va être le Agile Business parce que là, on y perd tout le sens. Mais quand le nom est plus pertinent, on se l'autorise. Et puis avant, j'essaie de garder les deux, puis j'ai dit non, ça n'a pas de sens. Je les appelle bien Squad Leader, ils ont bien le bon nom. Les cérémoniaux ont changé, mon PI Planning avec mes team breakout faits par les squads, avec du temps dédié pour qu'ils puissent faire leur restitution, la gestion des risques, le vote de confiance. Oui. Donc ça c'est super parce que un des problèmes que j'ai constaté dans SAFe, le PI Planning, les métiers disent mais nous on perd notre temps parce qu'en fait on est là 2 jours et on nous fait intervenir que sur des points particuliers pour aider à résoudre des problèmes ou pour mettre à la fin les valeurs métiers, alors que là, pendant 2 jours, elles n'arrêtent pas, les équipes métiers. En plus de faire ça, c'est-à-dire de jouer le rôle auprès des équipes IT pour répondre aux questions, etc., elles font leur propre planification. Et c'est même allé à un cran au-dessus, puisqu'en Iteration System Demo, les métiers nous ont montré, par exemple, ce qu'ils faisaient en termes de conduite de changement. Donc, ils nous ont montré le volet métier de ce qu'on était en train de déployer. Puis après, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a les OKR, et on a gardé le PO-Sync 100% métier. Donc je pense que ça a une vraie valeur, cette organisation, alors mix, c'est pas le bon mot, miroir non plus, mais cette organisation où on agilise et le métier et l'IT. Et le métier et l'IT, de manière assez globale. Et justement, une question là-dessus, quel niveau de sponsoring vous avez eu pour pouvoir embarquer Alors, il est très fort, le niveau de sponsoring. On a déjà une notion de tribe leader qui enveloppe toute une chaîne de valeur très large, et on a un sponsor qui est très fort côté métier et un relais côté IT. Donc ça veut dire, et le sponsor est présent régulièrement au PI Planning. Alors notre tribe leader, il est là tout le temps, mais le sponsor est là régulièrement. Donc on a vraiment cette conviction d'être entendu, écouté, etc. Donc ça, c'est le niveau de sponsoring, il est hyper important, surtout pour que ça perdure dans le temps. Parce qu'en fait, on pourrait, pendant 2-3 PI, ne pas se rendre compte que ça a un sens, mais pour que ça se perdure dans le temps. Et puis sur la partie artefact, ça a été important aussi, puisqu'on est reparti d'un niveau beaucoup plus macro, ce qu'on a parfois du mal à faire quand on a un train qui est vraiment plus IT, c'est-à-dire qu'on a vraiment une déclinaison en thème stratégique, vision, epic feature, quelque chose qui nous raconte l'histoire. Alors que quand on a un train safe qui est plutôt leadé par l'IT, on fait du lean, mais parfois on dégraisse un peu trop la partie business, on dit on y va, on développe. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a une vraie histoire qui est racontée, et on a vraiment en PI Planning une vraie présentation de ce que ça donne d'un point de vue business. Et puis un deuxième point qui est extrêmement important pour moi, mais il est de pair avec le troisième, là, sur un backlog programme qui est commun. Donc c'est commun en termes d'outils, et puis c'est commun en termes de vision, c'est-à-dire qu'on voit qu'une seule chose, on voit les features, les enablers qui vont être candidats au prochain PI. La priorisation se fait avec la même équipe, donc voilà, on n'a pas d'un côté le business, de l'autre côté l'IT. On a tout. Une bonne synergie, un bon alignement. Ouais, tout à fait. D'accord. Et tu en avais parlé tout à l'heure du niveau aussi portfolio. Sans rentrer forcément dans le détail, est-ce qu'il y a eu une transformation, une gestion peut-être d'un passage d'un mode projet à un mode orienté valeur ou un mode peut-être financement du train qui a changé? Alors, il
il y a un gros travail qui est fait sur la chaîne de valeur pour identifier qu'on est bien sur une chaîne de valeur et pas sur un projet. Et d'ailleurs, on le voit quand un train part sur un projet, et il a une durée de vie qui est un peu plus courte, puisqu'une fois que le projet est terminé, on a du mal à rebondir. Donc il y a un travail qui est fait sur cette chaîne de valeur. On a une déclinaison qui commence à être de plus en plus logique, c'est-à-dire par rapport vraiment à des axes métiers et non plus organisationnels. Donc ça se met en place. D'ailleurs, c'est parfois compliqué parce qu'on dit oui, mais moi je suis à la fois dans 2 squads et c'est pas cohérent avec mon département, mais ça se met en place. Et on a vraiment cet écosystème qui se met en place. Là où par contre c'est un peu plus difficile, mais on le voit dans beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir après une enveloppe budgétaire, une capacité budgétaire, c'est-à-dire on dit ce train part avec X euros ou capital pour l'année et puis va délivrer le plus de valeur possible. Et là, on a encore beaucoup, et je vois avec mes pairs dans d'autres trains, de difficultés à avoir quelque chose qui soit décorrélé des comités d'engagement budgétaire, etc. On y arrive, et quand on y arrive, on voit que ça ouvre toutes les portes, tous les chakras possibles, puisqu'en fait, on n'est plus focalisé sur aller rechercher du budget, on est là pour délivrer de la valeur. D'accord, très bien. Oui, on est un peu sur ce passage d'un safe essential à un safe peut-être plus large portfolio qui arriverait peut-être par la suite, quoi. Donc ça, c'est difficile et on voit que ça ralentit l'organisation. Donc on y travaille. Très bien. Et puis voilà, sur un petit peu ces conclusions, alors dans un slide en plus en Inspect and Adapt, j'avais écrit on a argilisé le métier. Et puis je dis ah mince, je me suis trompé, je vais le changer. Et puis le métier m'a dit non, laisse, parce qu'en fait pour l'instant c'est un peu ça, c'est un peu de l'argile, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des choses, mais c'est pas complètement sec, dur, stable. Donc voilà, on a agilisé ou argilisé de manière synchronisée le métier et l'IT, et c'est vrai pour la partie IT. Donc c'est important de le faire de manière commune pour que on s'entraide et puis on rencontre les problèmes aussi en même temps. Et puis on a appliqué le framework dans sa totalité. Alors, on l'appliquait déjà, moi j'aime bien appliquer au départ et puis après adapter. Et là, et pourtant j'étais pas un fan au départ, on a appliqué le framework SAFE dans sa totalité pour les squads. Donc elles ont les mêmes outils, elles font la priorisation de leur sujet métier, etc. Et ça c'est hyper important. Et puis on a intégré à chaque PI des nouvelles squads et des nouvelles feature teams. Et encore une fois, je pense que c'était assez intéressant de dire on commence avec ce qu'on a à un instant T pour adresser la chaîne de valeur. Et puis on s'autorise à faire entrer des nouvelles équipes dans le train et dans la tribu. On aurait pu les faire entrer au départ si ça avait été mature. Et parfois on se pose la question, est-ce qu'on le fait dans le PI 5 ou est-ce qu'on le fait dans le 6? C'est-à-dire est-ce que c'est opportun de le faire maintenant par rapport à l'écosystème et l'équilibre? Donc pour un RTE, c'est hyper agréable de continuer en fait à embarquer des gens dans le train. Et puis ce qui était plus dur, c'est de s'approprier ses rôles. S'approprier, en effet, le squad leader, quand on a vu son poste, il y avait des choses qui n'étaient pas encore, qui ne couvraient pas tout ce que faisait le product manager. Rédiger les features. On sait, souvent les features sont rédigées par le PO. Comme avant, les US pouvaient être rédigés par le développeur. Oui, exactement. Donc on retrouve en fait les mêmes difficultés qu'on a au niveau équipe, mais à un niveau plus large, avec plus de personnes et des strates un peu plus hautes. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, on disait, on a pris des casquettes pendant un certain temps, mais nos squad leaders ne sont pas à plein temps. C'est-à-dire qu'ils ont toute leur vie business à côté, donc c'est compliqué d'allier les deux. Ce qui est aussi compliqué, c'est cette définition partage d'OKR, puisque c'est pas qu'un exercice qui est naturel. C'est un exercice que des métiers avaient avant pour définir leur objectif, qu'est-ce qu'ils visaient. Nous, on veut l'utiliser comme mesure et pas résultat sur objectif, donc c'est pas évident. Et puis, voilà, je disais, aligner la stratégie pour décliner vision, etc., épique, et mettre en place toute la partie budget, ça c'est complexe. C'est ça, c'est un peu le prochain challenge qu'il y aura pour pouvoir accélérer le train. Écoute, merci Sébastien pour la présentation. Avant de clôturer, on va faire un petit exercice, un petit Fast and Curious. Je ne sais pas si tu connais l'exercice, mais je vais te poser une question avec 2 propositions. Tu dois me répondre super rapidement laquelle tu choisis.
Alors c'est parti. Alors le RTE, un contrôleur ou un conducteur? Conducteur, Ishikawa ou Fukushima? Ishikawa. Ishikawa, très bien. Le PI planning, en visio ou dans les couloirs? En visio ou dans les couloirs? Perdu dans les couloirs. En À visio, courir dans les couloirs. En visio, on a hâte de revenir en présentiel, hein. Mais en visio pour l'instant. En visio. TGV ou TER? J'hésite. Je partirai, Vite. je partirai TER au départ. TER au départ. Klaxon ou post-it? Klaxon maintenant. Très bien. Et la dernière, House of Lean ou House of Cards? House of Lean. House of Lean, très bien, bravo. Ben, merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté l'invitation de la Guilde Agile. Et merci aux participants pour toutes vos questions. Alors je suis désolé, on me dit qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y a un accès en replay qui sera disponible pour revivre l'échange. Et puis pour la suite des conférences, vous allez retrouver à 17 h Charlène et Jérémy qui vont vous parler d'éco-conception. Et demain à 13 h, vous retrouverez Jérôme de la Guilde Agile en direct de Toulouse avec son invité Nicolas Matelli avec comme thématique l'holacratie, donc chez Orange. Je vous souhaite un bon après-midi à tous et puis à bientôt. Merci.